Sur la première, 7h37, c'est un véritable jeu de rôle sur la migration que les chercheurs de l'Université de Genève ont proposé hier aux écoliers du secondaire. On a pu l'entendre dans le journal de 7h, dans un petit reportage. Les étudiants endossaient tantôt le rôle de migrants, tantôt le rôle de politiciens ou d'humanitaires. C'est une démarche qui vise à diffuser le savoir produit à l'université dans les classes secondaires, en l'occurrence. Et le thème de la migration n'a pas été choisi au hasard, bien sûr. Largement étudié par les sciences sociales et économiques, la migration est un des sujets d'actualité, sujet brûlant, complexe aussi, souvent instrumentalisé au niveau politique. Bonjour Yves Flukiger. Bonjour. Merci d'être notre invité dans notre studio de Genève. Pour nous aussi, vous êtes recteur de l'université, anciennement professeur d'économie, spécialiste de l'emploi. On vous a beaucoup interrogé sur ces sujets. D'ailleurs, on va aborder avec vous un autre sujet d'actualité aujourd'hui à Berne, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse du 9 février qui sera débattue au Conseil des États. On y viendra dans un deuxième temps. Mais tout de suite, ce thème de la migration, les gens de l'université qui vont dans les classes secondaires de Genève pour en parler, pour organiser des jeux de rôle, c'est important pour l'université de connecter avec les écoles secondaires. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, peut-être ? Je crois que c'est indispensable parce que ça fait partie d'un rôle que l'université doit aujourd'hui jouer au sein de la société. C'est de pouvoir effectivement diffuser ce savoir qui est étudié au niveau des universités. Et il faut que l'on puisse effectivement établir ces ponts avec l'ensemble de la collectivité sur des thématiques de la migration, mais aussi sur d'autres thèmes. L'environnement, sans doute, en serait un autre. Et je crois que ça fait partie de nos missions. C'est une forme de communication aussi, de bonne communication de la part de l'université ? Je crois effectivement c'est une manière aussi de sortir un peu de ce qu'on a parfois parlé la tour d'ivoire. Et cette tour d'ivoire, elle doit s'ouvrir à l'ensemble de la collectivité pour pouvoir aussi d'abord comprendre un tout petit peu les défis que l'ensemble de la société doit affronter. C'est vrai pour la thématique des migrations, c'est vrai aussi à Genève en particulier parce qu'il y a toute une série d'organisations internationales qui doivent affronter souvent ces défis de manière un tout petit peu en silo. Et il s'agit aussi en particulier de pouvoir établir de dialogue avec l'ensemble des organisations internationales, avec l'ensemble des partis politiques, avec l'ensemble des thématiques qui sont traitées par ces collectivités. En utilisant le terme de tour d'ivoire, vous me tendez une perche, Yves Flukiger, évidemment, vous me voyez venir cette déconnexion entre le peuple et les élites qu'on a terriblement thématisé ces dernières semaines, et ces politiques issues du peuple, enfin qui se réclament du peuple, qu'on n'a pas vu venir, etc. Vous dites tour d'ivoire, c'est vrai qu'au sein de l'université, en tant qu'universitaire, vous vous sentez parfois dans une tour d'ivoire ? Non, je crois qu'on ne l'est pas, mais d'une manière ou d'une autre, il faut que justement on puisse diffuser de manière beaucoup plus systématique. Il faut bien reconnaître aujourd'hui qu'il y a une certaine forme de scepticisme. Il a toujours existé le scepticisme par rapport aux experts qui se prononcent sur toute une série de thématiques. C'était le cas déjà pour les vaccins, c'est le cas aussi pour le climat, c'est vrai aussi pour l'énergie, c'est vrai évidemment encore plus particulièrement pour l'immigration. Et je crois que ce scepticisme, il s'explique de différentes manières. Il est tout d'abord lié sans doute aujourd'hui au fait que de plus en plus les débats politiques sont focalisés autour d'émotions, et évidemment ce sont des choses que l'on doit surmonter. On travaille au niveau de l'université beaucoup plus sur le rationnel, mais entre les deux évidemment il y a un pont à établir. Je crois qu'il faut qu'on entende ce que les personnes souhaitent dire, et puis les défis qu'ils doivent aussi affronter, et je crois que c'est un tout petit peu sortir de ces émotions qui est le devoir de notre université. Et puis je crois qu'il y a aussi une deuxième raison qui explique ce scepticisme sur l'expertise, c'est le fait évidemment que souvent le politique, les médias parlent de cas particuliers. Lorsque l'on fait une expertise sur des thématiques comme l'immigration, il faut au contraire essayer de généraliser, et c'est là encore une fois une difficulté à pouvoir établir ce lien entre cas général et puis cas particulier, et c'est évidemment pas tout à fait simple. Et puis je crois peut-être un dernier point qui est aujourd'hui particulièrement important, on l'a vu dans le débat politique, notamment aux États-Unis, il y a une forme d'incertitude liée à la globalisation, une crainte qui souvent se focalise sur l'étranger. Et dans le thème d'immigration, évidemment, on a ici quelque chose qui est particulièrement important et qui marque sans doute l'ensemble des campagnes politiques. On le voit aussi dans le cadre de la France, et je crois que c'est quelque chose sur lequel les universités doivent évidemment prendre position. L'étranger, l'autre, qui en devient le prétexte, au fond, ou le bouc émissaire de cette crainte ou de ces craintes par rapport à la globalisation. Alors, combattre l'émotionnel par le rationnel. Et Flukiger, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de consensus au sein de la communauté scientifique pour dire que la migration, a toujours existé, au fond qu'elle est consubstantielle de l'être humain et des populations humaines, que deux, à terme, elle est bénéfique, quel que soit l'angle d'attaque choisi, l'angle économique, l'angle sociétal, et que
trois peut-être. Pourquoi est-ce que ce n'est pas perçu, pourquoi est-ce que ces faits scientifiques ne sont pas perçus comme tels par la population, en tout cas une partie de la population? Comment, au fond, expliquer que la population, les réflexes de la population résistent à ce qui serait un fait scientifique? Je crois parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment pris la peine d'aller vers la population. On a à l'Université de Genève pris l'habitude maintenant depuis pas mal d'années d'organiser des conférences avec toute une série de personnes qui viennent exposer des faits scientifiques et qui viennent les mettre en débat. On a aussi pour mission d'organiser des débats entre peut-être des positions différentes. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus largement. Moi, je suis très frappé de voir que l'ensemble des conférences qu'on organise à l'Université de Genève attirent un public de plus en plus nombreux. Nous avions une conférence encore l'autre soir dans le cadre du prix Latsis, l'attribution du prix Latsis à Genève. Eh bien, on avait 2 auditoires pleins pour entendre un scientifique, géographe, biologiste et évolutionniste nous parle de ce qu'on peut apprendre des sociétés traditionnelles. Et je crois qu'il y a effectivement là quelque chose de très rassurant, mais dans le même temps, il faut bien reconnaître qu'il y a toute une série de personnes qui ne viennent pas dans ce type de manifestation. Et on a une forme de césure que l'on doit aussi prendre en compte et aussi peut-être trouver d'autres moyens de communiquer plus largement à des personnes qui n'ont peut-être pas nécessairement accès aux réseaux sociaux, qui n'ont peut-être pas nécessairement accès à ce type de conférences, qui n'ont pas nécessairement accès à des médias qui leur permettent d'ouvrir justement ces débats sur des thématiques telles que l'immigration. Donc si je vous entends bien, Fluckiger, en tout cas pour votre université, dont vous êtes le recteur à Genève, vous avez l'intention de vous mêler encore plus du débat citoyen, de vous insérer encore plus dans les différentes strates de la population pour communiquer, pour essayer d'établir le fait scientifique. Au fond, vous allez faire une politique scientifique très, très volontariste. Ça va être comme ça les prochaines années? Oui, je crois que le terme se mêler ne serait peut-être pas le terme que j'utiliserais, c'est s'insérer plutôt qui me paraît la bonne approche, parce que se mêler, ça voudrait dire effectivement que l'on va dire à la population ce qu'elle doit voter. C'est pas ça l'objectif. Lorsqu'on organise des débats, ce sont toujours des débats contradictoires entre des positions différentes, mais c'est aussi évidemment pouvoir transmettre et diffuser le savoir de l'université. On a toute une série d'initiatives. Je vous rappelle qu'avec notamment la RTS, on a le site Avis d'experts, qui est un site qui permet justement en particulier d'avoir l'expertise scientifique qui vient s'insérer, comme vous le dites, dans le débat politique, dans les débats publics. Et c'est une bonne manière, je crois, de communiquer. Quand on s'insère, est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même, in fine, de devenir un peu acteur, d'être instrumentalisé par l'une ou l'autre partie? Ce risque existe, Yves Fluckiger, non? Je crois que ce risque existe, il faut l'assumer. Et je crois qu'effectivement, on a souvent tendance aussi, et c'est aussi peut-être un problème parmi le monde politique, au sein du monde politique, de vouloir justement appeler l'expertise scientifique on attend d'elle qu'elle confirme nos propres positions. Ouais, c'est ça. Et je crois que ça, c'est une chose évidemment auquel il faut être préparé dès le départ. Moi, j'ai fait pas mal d'études sur la thématique, notamment des frontaliers, des migrations plus généralement. Et c'est vrai que de temps en temps, on avait le sentiment que l'on appelait à cette expertise-là pour confirmer des thèses qui étaient défendues par certains. Et je crois qu'il faut être prêt au départ, lorsqu'on appelle à des expertises, justement à être totalement ouvert sur les résultats qui pourraient être différents de ceux qu'on aurait pu attendre au départ. Vous avez parfois ressenti le frisson du danger de l'instrumentalisation politique, personnellement, Yves Fluckiger? C'est un danger. Je crois que là, encore une fois, il faut pouvoir être prêt à communiquer de manière extrêmement transparente sur les méthodes qui sont utilisées, sur les résultats, et puis surtout au départ même d'une expertise, de pouvoir dire voilà les conclusions auxquelles il serait possible d'aboutir, et en tant que politique, vous devez vous préparer à toutes les alternatives possibles pour avoir des réponses aussi à ces différentes alternatives. Mais cette instrumentalisation, concrètement, c'est quoi? C'est le coup de fil d'un politique qui dit j'aimerais bien que vous fassiez ces conclusions-là, j'ai vu que vous étudiez ça, est-ce que vous pouvez venir en parler? Ça nous servirait bien. Vous avez eu des coups de fil de ce type, des gens qui ont essayé de vous acheter en quelque sorte, non? Non, honnêtement, pas du tout ce type de coup de fil. C'est pas du tout cette situation-là, mais je pense que lorsqu'on demande une expertise, on a peut-être une idée en tête et on s'attend à ce qu'elle soit confirmée. Cela étant, moi, il m'est arrivé fréquemment de présenter des études à différentes commissions parlementaires au niveau national ou cantonal et de présenter justement des cas généraux, vous le disiez tout à l'heure, c'est le fait que la migration a permis dans le passé en Suisse en particulier de soutenir la croissance économique de notre pays. Et puis les réponses qu'on recevait, c'est souvent de nous dire, mais effectivement, vous parlez de généralité. Moi, j'ai une situation d'un voisin qui a perdu son emploi, qui a été pris par un frontalier. Oui. Et j'avais à cette occasion, effectivement, dit, essayons de faire une étude, une approche un peu plus expérimentale, en voyant des CV qui sont a priori exactement identiques les uns aux autres, pour voir si effectivement les entreprises ont tendance systématiquement à engager des personnes frontalières ou étrangères. Et le résultat de cette étude était très clair. Cette expérience naturelle a conduit
conduit à la conclusion que non, pas du tout. Les entreprises avaient même au contraire tendance à préférer les travailleurs indigènes. Donc oui, pour revenir sur cette question qui est centrale, c'est vrai qu'on a longtemps établi un lien quasi mécanique entre immigration et croissance en Suisse. On a l'impression que ce lien est terriblement remis en cause depuis le 9 février 2014, en raison aussi des effets collatéraux que tout le monde ressent. Je veux dire, c'est à la fois la pression sur les prix des logements, la qualité de vie, etc. Quel est le lien aujourd'hui, à la fin 2016, entre immigration et croissance en Suisse, Yves Flückiger? Scientifiquement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je crois que de manière, justement, voilà, je vous parle encore de globalité, de croissance économique pour l'ensemble du pays. Et là, effectivement, le lien est établi depuis de longues années. Pas seulement pour la Suisse, hein, pour les pays à travers le monde. L'immigration est effectivement un facteur qui a permis de soutenir la croissance économique, d'une part parce que cette immigration nécessite des infrastructures pour l'accueillir. Et ces infrastructures, en tant que telles, sont des dépenses qui permettent effectivement de créer de la croissance économique. Ce sont aussi la possibilité pour des entreprises qui ne trouvent pas sur le marché local les compétences nécessaires de pouvoir les retrouver à travers le marché plus global. Ces éléments-là sont établis. Par contre, effectivement, ce qui est plus délicat, c'est qu'il n'y a pas que des gagnants à cette ouverture, à cette migration. Et c'est là où les politiques publiques doivent pouvoir intervenir pour faire en sorte que l'ensemble de la croissance économique générée puisse être distribuée le plus équitablement possible. Mais si la majorité gagne, on dit que le lien est bénéfique, c'est ça? C'est comme ça qu'on établit le fait scientifique? Absolument. Oui. Alors, ça nous amène directement, effectivement, à cette solution dite préférence indigène light qui fait l'actualité, qui sera débattue aujourd'hui au Conseil des États. Yves Flückiger, solution très critiquée par certains milieux professionnels. En tant que professeur d'économie, quelle est votre perception du politique qui, quasi 3 ans après, c'est le délai, 3 ans, n'arrive toujours pas à trouver une stratégie d'application digne de ce nom? Tout d'abord, premier constat, c'est qu'on avait voté sur effectivement un principe et que les personnes qui avaient lancé ce référendum n'avaient pas du tout imaginé comment on pouvait le mettre en application. Donc aujourd'hui, il faut évidemment partir d'une situation très compliquée et trouver une solution qui permette de maintenir effectivement les accords bilatéraux avec l'Europe qui sont si importants pour notre économie, pour l'ensemble de la population. La situation n'est pas simple. Je suis très heureux de voir qu'effectivement cette solution de la préférence indigène dite light me semble permettre de sortir d'un imbroglio très compliqué. On sait très bien aussi, l'histoire nous l'a appris, et là encore une fois, il faut se rappeler les années 60, peut-être que c'est encore un peu vieux pour un certain nombre d'entre nous, mais les années 60 nous ont démontré que la solution des quotas qui avait été mise en œuvre au niveau sectoriel, au niveau régional, ne fonctionnait tout simplement pas, que ça crée un système extrêmement compliqué. Comment attribuer ces contingents à différents secteurs, à différentes régions, c'est impossible à appliquer. Et donc aujourd'hui, cette préférence indigène light permet effectivement de trouver une solution par rapport à l'Europe. Je rappelle simplement que tous les pays européens ne sont pas encore convaincus que ce soit compatible avec la libre circulation. Et vous l'êtes, je crois que cette solution... Et vous l'êtes, vous, convaincu que c'est compatible avec la libre circulation? Je pense, oui. Je pense. Oui. Alors évidemment, ça dépend comment on va encore mettre en œuvre. Et on a vu effectivement qu'à travers cette préférence indigène, on a maintenant des solutions un peu plus dures qui semblent émerger. Si la préférence light consiste à dire effectivement que devant 2 dossiers équivalents, on préfère effectivement le dossier du travailleur indigène, ça me paraît tout à fait compatible avec la libre circulation. Mais est-ce qu'on ne va pas créer une usine à gaz, une grosse usine à gaz pour les entreprises qui vont devoir remplir des formulaires encore plus que maintenant? Ça, c'est très concret, ça c'est vraiment le petit patron qui nous écoute ce matin. Est-ce que ça ne va pas créer une usine à gaz, cette solution dont vous dites qu'elle est acceptable sur le plan politique? Alors je crois que la solution light, justement, ne crée pas cet appareil administratif très, très lourd. Par contre, effectivement, ce que j'ai pu entendre sur les autres applications de cette préférence indigène un peu plus sévère, avec des obligations qui seraient faites aux entreprises, alors là, oui, on va arriver dans une situation qui sera beaucoup plus lourde à gérer, notamment pour les PME. Parce que les grandes compagnies pourront toujours contourner la contrainte et continuer comme ça à aller chercher des talents sur le marché international, justement avec une surcharge administrative au fond. Quel sera l'effet concret de cette solution? Est-ce qu'il va vraiment respecter l'esprit de l'initiative du 9 février 2014? Je crois que ça va beaucoup dépendre effectivement d'une part de nos politiques et d'autre part des entreprises. Je crois que si elles se préoccupent, comme elles entendent le faire, d'une part de prendre des mesures pour faire en sorte que la population active indigène puisse rentrer sur le marché du travail. On a des mesures qui ont été envisagées en termes notamment de création de places de crèche. Si ces mesures sont prises
on a effectivement des mesures qui vont d'abord permettre d'augmenter la population active indigène et de répondre ainsi aux besoins des entreprises. Et puis du côté des entreprises, il faut bien reconnaître qu'il y a des mesures qui peuvent être prises et qui sont relativement simples, hein, de pouvoir examiner des dossiers de telle manière à ne pas systématiquement, et je pense qu'elles ne le feront pas de toute façon, écarter des dossiers de personnes qui sont au chômage au profit de personnes qui sont en emploi en Europe. Et encore une fois, l'étude que nous avions faite ici sur Genève démontrait qu'à dossier équivalent, les entreprises en fait préféraient engager un travailleur indigène, ne serait-ce que pour des questions de proximité. Vous êtes recteur de l'Université de Genève, vous avez beaucoup étudié l'emploi, la question des frontaliers à Genève aussi. Pourquoi Genève ne vit pas en harmonie avec ses frontaliers, contrairement à Bâle par exemple? Quel est le fait scientifiquement explicable? Je crois qu'effectivement, il y a une situation un peu différente qui est sans doute liée au fait que, notamment, la région de Bâle a peut-être réussi plus rapidement à trouver des solutions pour pouvoir gérer en particulier les flux transfrontaliers. Alors, je ne vais pas focaliser uniquement sur les questions de mobilité, mais je crois qu'on a mis en place des systèmes qui ont permis plus rapidement de répondre à un certain nombre de préoccupations de la population. Et on pourrait s'en inspirer à Genève? Sans doute, oui, absolument. Je crois qu'il y avait des contacts très étroits, évidemment, entre les gouvernements des deux cantons pour essayer de voir ce qu'on peut appliquer aussi à Genève.